Bonjour à tous, levé de rideau avec Olivier Bianchi, président de Clermont-Auvergne Métropole, maire de Clermont-Ferrand. Merci Olivier Bianchi. Je reçois bien sûr la personnalité politique ici dans levé de rideau, mais surtout et avant tout l'homme que vous êtes, Olivier Bianchi. C'est pas la première fois, bien sûr, que vous venez ici à l'Opéra de Clermont. Vous y êtes monté sur cette scène plusieurs fois. Il y a 2 ans, nous-mêmes, nous étions ensemble avec l'Orchestre d'Auvergne et quelques célébrités locales ici, dans devant un parterre plein, 450 personnes, je crois. Mais c'est peut-être une des rares fois où vous êtes arrivé aujourd'hui seul. Ça vous fait un effet particulier d'être ici ? Seul et puis dans cette salle vide, c'est-à-dire que ce qui est pour moi un peu déstabilisant, c'est de voir ces lieux de culture qui sont aujourd'hui un peu abandonnés. Et donc j'ai pu discuter avec quelques techniciens en arrivant qui eux-mêmes essayent avec quelques activités artistiques qui perdurent, qui travaillent ici, d'avoir une vie qui est maintenue, mais on a l'impression d'être suspendu. Et donc c'est un moment à la fois qui permet un peu l'introspection, réfléchir sur soi, mais qui est aussi déstabilisante parce qu'on est dans l'action et d'habitude. Et donc là, on est un peu à l'arrêt. La culture, c'est quelque chose qui vous anime. On y revient bien évidemment dans le cadre de ce lever de rideau. Vous connaissez le principe de cette émission et je le redis, c'est bien l'homme que je reçois, Olivier Bianchi. Dans un précédent entretien où je vous avais interviewé il y a maintenant 5 ou 6 ans, je crois, nous avions abordé l'instant particulier où l'on quitte le costume de candidat pour endosser celui de responsable politique. En cette année 2020-2021, la crise sanitaire, économique, sociale ne vous a-t-elle pas en fait obligé à entrer immédiatement, vous, les responsables politiques, dans un autre costume auquel peut-être vous n'étiez pas prêt, celui de sauveteur ? En tout cas, les responsabilités, on les avait eues une première fois, sauf qu'ici, on est, vous le dites assez bien, dans quelque chose de complètement nouveau, sur lequel on n'a pas obligatoirement été préparé, et on sent pour la première fois un peu le poids de l'histoire, c'est-à-dire la responsabilité, pas simplement affectée, c'est-à-dire pas simplement dite, mais réelle, d'une partie d'une population, dont nos décisions vont avoir, sur lesquelles nos décisions vont avoir des importances capitales, en termes sanitaires, en termes de santé, en termes de lutte contre la pauvreté, l'isolement. Et on touche vraiment du doigt là les grandes détresses. Et donc on est acteur de la correction, de la solution. Quand on est maire, quand on est président d'une agglomération comme vous l'êtes, on se doute que tôt ou tard, on va avoir à faire face à quelque chose de cette nature, mais peut-être pas de cette ampleur. Et vous savez, en fait, c'est des choses auxquelles on peut penser, mais dont la réalité n'est jamais à la hauteur de ce que nous pensions qui pouvait se produire. Et parce que c'est justement à ce moment-là que, comment dire, nous sommes nous-mêmes en révélation de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est maintenant, confronté à la réalité, qu'on sait comment on peut être. Mais on ne se projette pas en fait dans ce genre de situation. On ne peut que la vivre. Je ne vous demande pas de nom, bien évidemment, NOMS, mais est-ce que vous avez en tête des personnes élues qui n'ont pas supporté cette responsabilité parce que précisément ça montre aussi ou ça révèle la personnalité de celui qui incarne la fonction? Non, je n'ai pas d'exemple concret, c'est pas pour ne pas dénoncer quoi que ce soit, simplement on a tous eu à des moments, je pense notamment pendant le premier confinement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, des moments de crise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas apaisé et intelligent tout le temps sur une crise qui dure 1 an. Vous avez des moments vous-même de doute, de défaillance, de volonté, défaillance d'idées, défaillance comment dirais-je, d'envie de prendre les solutions et les décisions. Et donc on oscille comme ça pendant 1 an sur des moments d'euphorie où on est acteur, pleinement engagé, sûr de soi, des moments où on est dans le doute, dans le trouble. Et donc j'ai connu moi-même et d'autres élus des moments comme ça de crise, c'est-à-dire les moments où on se retrouve nous-mêmes en fragilité. La difficulté ou l'objectif, c'est de sortir de ce moment de crise pour retrouver une attitude de responsable qui reste un peu détachée des choses. Mais on est des humains, on n'est pas des robots. Hein. Napoléon disait « on devient l'homme de son uniforme ».
Mais moi, j'ai pas d'uniforme, et ce qui est certain, c'est qu'on devient l'homme de la responsabilité qu'on habite. Je pense que d'ailleurs, la réussite de quelqu'un dans une fonction, c'est quand tout d'un coup, cette fonction a pris le pas sur ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on oublie certaines choses, on doit oublier ses défauts, on doit corriger ses attitudes, par exemple, quand on devient maire de Clermont-Ferrand, on est d'abord le maire de tous les Clermontois. Et donc, on peut être quelquefois attiré par, et ça m'est arrivé, la passion d'un débat, entrer en conflit. D'un tweet. Oui, c'est vrai. Alors par tweet ou dans le débat, être dans le conflit, dans la dispute au sens médiéval du terme. Et en fait, non, on doit d'abord être celui qui fédère, celui qui rassemble, celui qui ne doit pas être un élément d'excitation, mais un élément d'apaisement. C'est ça le rôle aujourd'hui, et c'est en ça que j'aurais réussi, on ne pourra le juger qu'à la fin de toute cette histoire, que si les gens reconnaissent qu'à un moment donné, j'ai su finalement devenir le maire de Clermont-Ferrand. Vous savez, on parle souvent de Montpied, de Quillot, de Godard. Ils ont leur personnalité, ils ont leur histoire propre, ils ont été maires à des moments différents. Mais aujourd'hui, les gens, dans la mémoire, on parle d'eux comme les maires de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le maire, Gabriel Montpied, a pris certainement le pas sur la personne. On en parle de cette manière parce qu'ils ne sont plus maires. Un jour, on dira Montpied, on dira Quillot, on dira Godard, on dira Bianchi, oui. De la même manière, parce que vous aurez probablement marqué aussi votre temps, votre histoire. Mais pour pouvoir marquer notre temps et notre histoire, il faut le marquer en positif pour que la mémoire des hommes garde un regard positif sur votre action. Il y a des gens qui restent dans la mémoire de façon négative, donc ça n'est pas gagné. Pour gagner ça, je crois, il faut être surtout quelqu'un qui travaille à l'intérêt général, pas tant à son intérêt. Alors, on revient dans un instant sur l'intérêt général et la fonction d'élu, la fonction de maire, qui a beaucoup évolué et qui aujourd'hui révèle à quel point les hommes et les femmes à votre place doivent incarner une sorte de cohésion parce qu'il y a trop d'ingratitude autour d'eux et de difficultés dans la société. Mais j'ai cité Napoléon, je ne l'ai pas cité par hasard. Je l'ai cité pour deux raisons. D'abord parce que c'est le bicentenaire de sa mort, et puis parce que j'ai devant moi un adepte de Napoléon Bonaparte, ou du moins de l'histoire qu'il a pu incarner. Qu'est-ce qui vous plaît dans Napoléon Bonaparte? Non, mais d'abord, il faut dire à tout le monde, je ne suis pas bonapartiste, je n'aspire pas à l'Empire pour ma personne. Tout ça ne relève pas du champ politique. Mais comme beaucoup de personnes, et comme le raconte très bien dans son livre Jean-Marie Hoard sur Napoléon, y compris pour certains hommes de gauche, Napoléon peut, quand vous le rencontrez dans votre enfance, moi c'est le cas, j'ai lu ma première biographie de Napoléon, c'est celle de Decaux, en 2 tomes, j'avais 12 ans, et finalement vous pouvez vous projeter, mais pas dans la réalité de Napoléon, dans la mythologie qu'il a lui-même d'ailleurs construite, parce qu'ensuite, en travaillant, en bossant, en lisant beaucoup, j'ai un regard plus nuancé et plus complexe de cette période historique. Mais Napoléon, c'est ce petit chose, en tout cas c'est comme ça qu'il se vend, Corse qui arrive dans une école, qui est maltraité parce qu'il parle mal le français par ses petits camarades, qui est plutôt solitaire, qui bouquine des livres, qui n'est pas spécialement une sorte de chef naturel, et qui va devenir progressivement le conquérant qu'on connaît et l'homme qui va fabriquer des monarchies en y plaçant toute sa famille. Bon, cette idée de volonté, en fait, individuelle, qui prend... Elle vous caractérise, cette idée de volonté? Mais en tout cas, quand vous lisez ça, et que vous avez 10-12 ans, que vous êtes intéressé par la chose publique assez tôt, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, que mes parents pourraient raconter, parce qu'eux-mêmes le disent, sans savoir d'où ça vient, parce qu'on n'est pas... J'en sais rien, il n'y a pas de militants chez moi. Il n'y a pas de gens qui faisaient de la politique, pas un héritier de la politique. Mais ce qui est certain, c'est que vous découvrez une chose qui anime la vie de tout le monde, mais que certains vont faire dans le monde artistique, dans le monde journalistique, dans le monde sportif. Votre volonté, votre personne, votre action peut, dans un contexte sociologique et institutionnel, bouger les choses. Vous êtes acteur de votre vie. Napoléon est un formidable souffle d'action de la vie. C'est ça que vous souhaitez le regarder de temps en temps. Et que évidemment, son parcours vous rend confiant dans la capacité à vivre et à agir. Vous n'êtes pas simplement ballotté par des événements, vous pouvez être vous-même acteur de votre propre vie. C'est ça le message de cette aventure
un peu exceptionnel. Alors il y a un trait commun à l'histoire de Napoléon et à celle peut-être de tous les élus de grande responsabilité, c'est la solitude. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est souvent un lieu commun littéraire, intellectuel, etc. Or, c'est une réalité. Plus on est dans le pouvoir, plus on est seul parce qu'en fait, non pas qu'on n'est pas entouré, non pas qu'on n'est pas accompagné, on peut avoir, même dans sa vie privée, des gens qui vous portent, mais en fait, on est seul à porter au final la responsabilité de la prise de décision. De l'instant de la décision. De l'instant de la décision. Et qu'au fond, quoi qu'il arrive, vous devez le faire avec tous les éléments qui sont autour de vous, mais vous le faites avec votre propre personne. Et ce moment de vérité, dans la prise de décision, elle est aggravée, ou elle est accentuée dans une période de crise comme celle-ci. Quand je décide, pour raconter une seule anecdote, de savoir si j'ouvre ou si je n'ouvre pas les écoles maternelles au moment du déconfinement, le jour prévu, sachant qu'on n'est pas sûr d'être bien au clair et que... Oui, parce qu'on va rappeler à ceux qui nous écoutent et nous regardent, c'est de la responsabilité de l'élu municipal que vous êtes, même si le gouvernement donne des indications, vous êtes redevable des citoyens au regard de la Constitution. Pour l'école de la primaire, c'est les maires qui décident ou pas d'ouvrir l'établissement. Hein. Après, il y a les enseignants. Et donc, on discutera, on prendra la décision de le faire 2 jours plus tard pour bien préparer et accueillir les équipes enseignantes d'abord. Mais là, on est à un moment clé, si vous voulez. C'est là qu'il y a solitude. Solitude dans le sens où vous savez qu'à la fin, il n'y a que vous qui allez dire oui ou qui allez dire non. Et donc, vous serez comptable de ce oui ou de ce non. Tout d'un coup, il y a un vertige qui vous prend. Vous êtes face à une décision capitale et vous la prenez seul. Gouverner, et ce sera peut-être la transition entre Napoléon et la suite de notre conversation, gouverner, c'est aussi savoir rassembler. Et en ce moment, c'est très compliqué de rassembler. Les élus que vous êtes, l'élu que vous êtes, peut-être, peut aussi avoir aujourd'hui des doutes sur sa capacité à justement rassembler. Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là aujourd'hui ? Je crois que c'est le plus grand enjeu des années qui viennent. Notre société se fracture. Elle se fracture d'abord socialement, elle se fracture intellectuellement, idéologiquement. Au moment des fractures, au moment des crises, les gens exacerbent leur posture, leur position. Il devient difficile pour ceux et celles qui ont envie de rassembler, de fédérer, de trouver le consensus. Il devient difficile de faire ce chemin-là parce qu'on vous assigne à choisir, un intellectuel qui dit, une double orthodoxie. Vous devez être absolument contre telle chose ou absolument pour. Et quand vous essayez de mettre de la complexité et dire, écoutez, c'est plus compliqué que ça et la vérité n'est pas entre ces deux pôles, mais dans un chemin qu'on pourrait trouver tous ensemble, et vous devenez inaudible. Nous sommes dans ce temps-là, politiquement. Mais comment vous l'expliquez ? D'abord parce que nous sommes. Là, c'est l'analyse, mais. Parce que nous sommes en crise. Nous sommes en crise morale, nous sommes en crise économique, nous sommes en crise sociale, nous sommes depuis 1 an en crise sanitaire. Les gens viennent de découvrir, peut-être anthropologiquement, qu'ils pouvaient mourir. Ils viennent de découvrir aussi qu'ils ne sont pas toujours maîtres des choses. Excusez-moi, je vous interromps un instant, Olivier Bianchi, mais ce que vous venez de dire est fondamental. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, ce qui se passe montre aussi qu'on voulait écarter la mort de nos vies ? Je crois que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a porté, après ce chaos abominable, cette horreur absolue, notamment la Shoah et tout le reste, les hommes ont aspiré à ce que le progrès nous fasse avancer dans un sens qui était un sens optimiste. C'est les 30 Glorieuses, c'est une économie qui va bien, c'est finalement un moment où on oublie cette mort, non pas individuelle, chacun sait, on peut être confronté dans la famille, mais la mort de la société, la mort de l'histoire, la fin d'un groupe. On ne se projetait pas dans la fin de notre civilisation. On venait de sortir de ce chaos, on était plutôt dans la joie, et donc il y avait une idée de progrès. Depuis, je pense, le début des crises économiques qui ont commencé à aggraver les choses, puis ensuite d'un recul intellectuel, d'un recul sur les identités collectives, plus de culture communiste, mais plus de culture, un grand gloubi-boulga mondialisé, les gens sont très 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 mal. Et donc là, on est dans cette période où tout le monde cherche à se rattacher justement à des identités très puissantes qui sont des identités qui excluent celles des autres.
Et donc on va se rattacher à des c'est là que la origines, on va se cohésion rattacher serait à des en danger. religions, on va se rattacher à... Et donc non pas d'une façon positive et fraternelle, mais dans une position d'affirmer sa posture et d'en exclure tous ceux qui n'acceptent pas de la reconnaître. Alors que peut faire un maire comme vous, un président d'agglomération comme vous, un responsable? D'abord, je pense que nous avons 3 missions essentielles. La première, c'est de s'attaquer aux fractures, c'est-à-dire qu'il faut les réduire, qu'il faut continuer à développer économiquement notre territoire, il faut accompagner les plus fragiles, il faut aider à l'éducation et à la culture collective, il faut prêcher, entre guillemets, la fraternité et la tolérance. Donc ça, c'est s'attaquer aux fractures. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que je pense que nous devons incarner justement une nouvelle vision de progrès, ou en tout cas d'enthousiasme. C'est-à-dire dire, nous allons vous proposer un chemin collectif, nous y arriverons que si nous sommes tous ensemble, et voilà l'horizon qu'on vous propose. Pour ma part, je pense que la capitale européenne de la culture, je pense que d'être la grande capitale du Massif central, de jouer un rôle de flotteur d'équilibre à l'ouest de cette nouvelle région, c'est des schémas enthousiasmants qui peuvent fédérer. Puis la troisième chose, c'est, me semble-t-il, d'incarner justement soi-même la pacification. Et donc, moi, j'essaye. Je ne suis pas toujours parfait, donc il n'y a pas de saint. Hein, et peut-être qu'à force de le répéter, j'essaye moi-même de faire la méthode Coué. Mais le maire... Vous travaillez sur vous-même pour ça? Mais bien sûr, sans arrêt. Je travaille à... vous voyez bien que je fais beaucoup moins de coups d'irritation qu'au tout début de mon premier mandat. Vous vieillissez peut-être. Hein? Vous vieillissez mais peut-être. c'est ce qu'on appelle la sagesse, mais tant mieux, parce que si elle m'aide justement à apporter cette modération, cet apaisement, je pense que c'est fondamental. Donc, nous devons nous-mêmes être exemplaires. Et moi, j'essaye de faire ça. Vous remarquerez que maintenant, il m'arrive de faire des piques, mais si vous les étudiez toutes, elles sont auto-ironiques. Et en fait, je ne m'attaque que moi-même. Et donc, j'essaye de trouver une façon de continuer à être un peu moi-même, c'est-à-dire un peu désinvolte, un peu rigolo, un peu... mais en le faisant sans maintenant blesser les autres, sans donner le sentiment que je me moque de quelqu'un d'autre que de moi. C'est plus simple. On parlera de Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture, dans un instant, mais il y a un sujet très important. Sans faire de politique politicienne, vous savez que je n'aime pas ça, et ce n'est pas l'objet de cette émission. Comment faire de Clermont-Ferrand une ville verte au sens où les Clermontois, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur identité politique ou culturelle, adhèrent à ce concept d'environnement, et je n'ai pas dit à ce concept politique de l'environnement. Non, mais c'est un vrai sujet, vous avez raison de le poser. D'autant que sur ces grands sujets, je pense à la question des mobilités, je pense à la question de la nature en ville. Cette ville, de fait, il faut le reconnaître, a du retard. Et elle a certainement des raisons. Vous dites ça, elle a du retard? Mais bien sûr, elle a du retard. Elle n'a pas anticipé un certain nombre de choses. Mais pas parce qu'un maire quelconque aurait raté ça, mais parce que collectivement, quand on était des ouvriers paysans, quand dans les deuxièmes générations on retournait le week-end dans les maisons à la campagne, quand cette verdure sert d'écran, de fond d'écran, je l'ai souvent dit, à notre territoire, finalement, on était dans une période où c'était assez peu nécessaire. Ou, en tout cas, ce n'était pas une demande sociale. On a perdu cette transversalité. En fait. En tout cas, c'était collectivement pas la demande. Il faut dire les choses. Tout d'un coup, ceux qui se croient découvreurs d'idées, en 2014, par exemple, ce sujet n'est pas du tout dans la campagne électorale. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc nous avons du retard. Donc la question, c'est comment on retrousse les manches tous ensemble pour rattraper ce retard. Et je pense que c'est extrêmement important. C'est pas simplement de verdir l'espace public, il faut le faire, mais c'est de poser des questions essentielles. Par exemple, je sais que le grand débat aujourd'hui, c'est des constructions de bâtiments qui se font quelquefois sur des terrains privés, dans lesquels il y avait des espaces verts privés, mais qui quand même visuellement apportaient, et qui aujourd'hui sont remplacés par des immeubles. Et en réalité, c'est la conséquence de la fin de l'étalement urbain. Et ça, c'est une vraie mesure écologique.
nous arrêtons de conquérir sur les terrains agricoles autour de nous pour construire la ville. Nous reconstruisons la ville sur la ville. Ça, c'est un vrai choix. Aujourd'hui, je sais qu'on va avoir, c'est normal, c'est avec une architecture différente, parce qu'on a souvent reproché à Clermont-Ferrand d'être disparate en termes d'architecture. Oui, on a mis en place un conseil d'architecture. Et je vous pose cette question au cœur d'un bâtiment que vous avez vous-même décidé de rénover dans cette élégance italienne. Oui, mais alors, c'est un peu obligatoire quand même, hein, on ne pouvait pas faire autrement. Mais en tout cas, on a un architecte conseil aujourd'hui à la ville, ce qui n'était pas le cas avant. On a un conseil de l'architecture qui regarde tous les projets. Et vous savez, le temps long va dire si on a réussi ou raté ce virage. En tout cas, moi, c'est mon quotidien. J'essaye de trouver des solutions qui vont nous permettre d'aller vers quelque chose de plus vert, de plus écologique, d'assurer et d'assumer complètement la transition vers le monde de demain qui semble être complètement difficile en termes de vie dans les centres urbains. Si on ne fait pas attention à l'eau, si on ne fait pas attention au gaz que nous émettons en transport public et en transport privé, donc il faut que nous soyons très attentionnés à ça. Est-ce que la gauche et la droite n'ont pas mutuellement, conjointement raté un épisode de l'environnement au sens où vous n'avez pas, les uns et les autres, à droite et à gauche, réussi à faire de l'environnement un sujet fondamental, du socle intellectuel et culturel de demain, alors que certains s'en sont emparés et en ont fait un parti politique. Oui, et il y avait des visionnaires. Dumont, dans les années 70, je disais, tout le monde n'a pas vu venir. La gauche était sur la question sociale. C'était sa colonne vertébrale. Et la droite sur l'économie. Et la droite sur l'économie, et sur peut-être des fois, pour une grande partie d'entre elles, sur la République et le collectif de l'État, hein, au sens puissant. Donc on était sur nos propres colonnes vertébrales et on n'a pas vu venir peut-être les choses. Les Verts, c'est pas des opportunistes. Les Verts, c'est des gens qui ont des convictions et qui, pour certains d'entre eux, très tôt, ont découvert que ça allait être une colonne vertébrale extrêmement utile et indispensable. Moi, je ne les traite pas de façon, comment dirais-je, caricaturale. Ils ont apporté beaucoup. Et ceux que j'ai avec moi dans l'aventure municipale sont des gens de grande qualité, qui ne sont pas, comment dirais-je, des gens hystérisés, comme on essaye de le faire croire, mais plutôt des gens pragmatiques qui veulent que, sur ces questions-là, Clermont-Ferrand évolue dans le bon sens. Moi, je me félicite de les avoir dans la majorité municipale. On sait que vous êtes un homme de culture, vous y avez fait allusion tout à l'heure à travers Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture, mais la culture, ce ne sont pas, et vous ne me démentirez pas bien évidemment Olivier Bianchi, ce ne sont pas que les arts, ce ne sont pas que les tableaux, ce ne sont pas que les concerts, ce sont aussi les dimensions sociales, humaines, les langues, les relations, nos racines, nos futurs. Je cherchais sur une note une phrase signée d'un certain Olivier Bianchi. Forgée sur des valeurs d'humanisme, de solidarité et d'émancipation, la culture a davantage que des vertus visibles ou mesurables. Elle est nécessaire à l'homme et consubstantielle à son humanité, de même qu'elle nous fait grandir en tant qu'individus et en tant que citoyens. La culture, Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture, ce n'est pas uniquement nous dire qu'il nous faut que des lieux comme celui-ci. C'est pour ça que le débat aujourd'hui sur la question culturelle est-elle ou non essentielle? Je crois que c'est démontré, elle est absolument essentielle à nos vies. Et quand on est élu, les politiques culturelles, elles sont un peu tournées vers les territoires au départ. On essaye d'être dans la distinction territoriale, on essaye, comme vous le dites, de créer les lieux pour que tout le monde ait à peu près l'offre culturelle et artistique. Mais c'est bien plus profond que cela. Et nous avons charge des hommes sur le territoire. Et ces hommes et ces femmes ont besoin de se ressentir des émotions, de voir des couleurs, d'être percutés par de la musique. Je me rappelle d'un livre qui a été fait pour enfants au Canada, à Québec, où toutes les pages, c'est... Tout est interdit, toutes les formes d'émotions artistiques sont supprimées. Les statues sont recouvertes de draps, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de dessin, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus de couleurs. Et donc c'était un livre pour enfants, c'est très joli. Et à la fin, tout d'un coup, on se rend compte du drame
que serait ce monde sans toutes ces émotions, y compris les cultures populaires, y compris les traditions, y compris les enrichissements des diversités des communautés de la ville. Donc tout ça, nous devons le faire vivre. Et moi, ce que j'aime dans ce rôle de passeur en matière de culture, c'est que si j'ai pu faire découvrir quelques émotions, même fugaces, à quelques-uns d'entre nous, je suis content d'avoir contribué à ça. Vous aimeriez que l'on se souvienne de vous un jour de cette manière? Vous parliez de Montpied, de Quillot, de Godard, et que l'on dise d'Olivier Bianchi que vous avez été justement le passeur de ces dimensions. Je dois reconnaître que si c'était ça, ce serait un bon bilan, je serais assez satisfait, oui. Qu'on me reconnaisse d'avoir été un passeur, pas un acteur, hein. Pour ça il y a les artistes, moi je me mets bien à ma place d'être un passeur de culture, oui. Une dernière question, c'est celle que je pose à tous mes invités, mais je pense que vous la connaissez puisque je sais que vous regardez Lever de rideau. Voilà, vous êtes sur cette scène, vous avez... Alors c'est pas le maire qui est là, c'est pas le président qui est là, c'est Olivier Bianchi. Vous avez derrière vous uniquement vos amis ou ceux qui ont compté pour vous dans votre vie. Vous leur dites quoi en vous tournant vers eux, vous leur dites quoi? Que l'homme que je suis devenu, que l'homme que je suis est en partie dû à chacune de ces rencontres, à chacun de ces apports, et que donc ils ont été, comment dirais-je, ils ont fait de moi ce que je suis, et donc je veux juste leur dire merci. Olivier Bianchi était notre invité dans Lever de rideau. Merci. Merci.